Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la lutte contre Boko Haram au centre du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun, lundi 16 février. Une rencontre initiée après la première attaque de la secte islamiste en territoire tchadien. Nigeria, Côte d'Ivoire, Niger, Bénin, nombreux sont les pays qui organisent des élections présidentielles ou législatives en 2015 et 2016. Des scrutins qui feront office de tests démocratiques dans les pays concernés. Les aigris de la Saint-Valentin, qui ne voient en elle qu'une fête commerciale, ne croient pas si bien dire. La vente de la rose compte pour une part stratégique des exportations du Kenya et de l'Éthiopie. Cette année, la récolte devrait rapporter 371 millions de dollars à l'économie éthiopienne. Elles ont été invoquées pour justifier le report des élections présidentielles au Nigeria. Les exactions du groupe Boko Haram sont en nette progression. Le groupe islamiste a attaqué le territoire tchadien pour la première fois. En réaction à cette incursion, le Cameroun abritera le 16 février à Yaoundé un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ibrahima Djindjaï. Yaoundé, la capitale camerounaise, abritera ce lundi 16 février un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale consacré à la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Une rencontre qui verra la participation de nombreux chefs d'État de la sous-région, notamment le président de la République Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo, Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale, Ali Bongo Ondimba du Gabon. Une occasion pour les pères africains de la sous-région de coordonner et de renforcer le dispositif dans la lutte contre Boko Haram. On peut dire qu'il y a plusieurs enjeux. Donc, d'abord, on peut dire qu'il y a un enjeu de finalisation des textes qui ont été déjà validés par les experts et les ministres, et les chefs d'état-major des armées, tant au niveau continental qu'au niveau de la sous-région. Il y a aussi un enjeu financier, trouver les fonds pour pouvoir rendre opérationnels les plus de 8000 soldats sur lesquels on s'est entendu. Une force multinationale composée de 8700 soldats qui aura son quartier général à N'Djamena devra être opérationnelle dès le mois de mars. Il y a aussi un enjeu de coordination de tout cela. Je crois que l'accord actuellement est que la base logistique est à N'Djamena, mais il faut que les différents États qui vont contribuer à la force s'entendent sur comment on va déployer l'ensemble de ces effectifs sur le terrain, en sachant qu'il y a toujours en sourdine la question du droit de poursuite entre les différents pays du pourtour du lac Tchad. Cette rencontre entre en droite ligne des recommandations du sommet de l'Union africaine tenu les 30 et 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Elle sera précédée d'une réunion extraordinaire de chefs d'état-major et commandants des corps de police et de gendarmerie de la Commission de défense et sécurité de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Cette année sera synonyme d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Les habitants du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger ou encore du Bénin se rendront aux urnes en 2015 et en 2016. Une quinzaine de pays du continent au total. Pour de nombreux observateurs, chaque scrutin sera un indice démocratique, comme nous l'explique Kekeli Afeto. 2015-2016, 2 années charnières pour la démocratie en Afrique. 9 présidentielles et 10 législatives en 2015. 16 présidentielles et 11 législatives en 2016. La liste des élections en vue sur le continent est énorme. Du Nigeria au Togo, en passant par le Bénin et le Gabon, on passera par la case élection. Nous avons la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, naturellement, vient d'annoncer un processus de transition. Nous espérons que d'ici novembre 2015, les Burkinabés seront en mesure d'organiser avec succès les élections présidentielles. Quant au Togo, le défi principal est de respecter le délai de la tenue de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, je suis sûr que le président Eyadema n'a aucune réserve quant au respect du calendrier électoral. La CEDEAO enverra une mission d'observation et de supervision afin de s'assurer du consensus de tous pour le succès du scrutin. La Côte d'Ivoire se porte bien et je suis sûr qu'il n'y aura aucun trouble à l'occasion de l'élection à venir. Qu'ils soient présidentiels, législatifs ou locaux, tous ces scrutins seront des indicateurs de la santé démocratique des États concernés. Le processus démocratique amorcé par la plupart de ces pays depuis le début des années 90 se consolide davantage par la tenue de scrutins de moins en moins contestés. Même si des efforts restent à faire, l'implication de la société civile
des citoyens reste un facteur indispensable pour la préservation des acquis démocratiques. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on est très loin de l'esprit de la bolle, c'est-à-dire la démocratie imposée. Nous sommes aujourd'hui face à une génération d'Africains, donc de dirigeants africains, mais aussi de classes politiques africaines dans son ensemble, qui sont de vrais démocrates, et qui comprennent que la solution de la démocratie est absolument obligatoire. Et donc, nous avons bien entendu une maturité des États, une maturité des classes politiques, et surtout, un effort réel consenti pour que la démocratie avance. Mais la société civile africaine est devenue une réalité. Elle est devenue une réalité, c'est-à-dire que nous devons faire avec la société civile qui, elle, vérifie, contrôle, surveille. Et vous aurez remarqué que plus aucune démocratie, plus aucun vote en Afrique n'est fait sans que la société civile elle-même participe au contrôle des vérifications des opérations de vote. Évidemment, il y a des efforts à faire, il y a encore, parce que la démocratie est un processus, et donc il y a un effort à faire, des chemins à parcourir. Certains pays à risque focalisent davantage l'attention de la communauté internationale. C'est le cas par exemple du Nigeria face à la menace Boko Haram ou du Soudan du Sud, où les accords de cessez-le-feu sont plus que fragiles. La réussite de ces élections sera un véritable jauge pour le niveau du processus démocratique sur le continent. De la stabilité politique et de la bonne gouvernance dépendra l'émergence économique du continent. L'actualité économique vient du continent qui enregistre des perspectives économiques encourageantes en 2014. Le secteur touristique a augmenté de plus de 5%. L'inflation a ralenti. Les flux de capitaux vers l'Afrique ont augmenté, tout comme les investissements directs étrangers. On fait le point avec Anan Faro. Investissement, business, échanges commerciaux, l'Afrique affiche ses ambitions économiques. Installée sur une croissance moyenne de 5% en 2014, le continent attire les investisseurs. Selon la Banque africaine de développement, les apports financiers extérieurs ont dépassé l'an dernier les 200 milliards de dollars, soit 4 fois plus qu'en 2000. Plusieurs paramètres expliquent le boom économique du continent. La bonne santé économique du continent trouve son origine dans la politique d'investissement massive encouragée et soutenue notamment par les nouveaux partenaires économiques à l'image de la Chine et du Brésil. L'installation d'unités de transformation locales, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l'étranger. La meilleure gestion des ressources budgétaires publiques. Et aussi, surtout, l'émergence d'une classe moyenne qui booste la consommation intérieure. Troisième marché du monde après la Chine et l'Inde, l'Afrique est également un important producteur de pétrole. L'économie de nombreux pays reste corrélée aux fluctuations des matières premières et la chute des cours du baril pousse les pays concernés à diversifier leur économie. Au niveau de l'économie globale du continent, la baisse des cours du brut a un impact double. Le premier impact concerne les pays producteurs du pétrole qui sera affecté nécessairement dans les rentrées budgétaires. L'autre pendant, ce sont les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole et qui sont importateurs nets des hydrocarbures. Ceux-là vont bénéficier du coût des prix à la pompe, des prix des hydrocarbures à la baisse, et cela aura pour effet de stabiliser leur économie. En clair, la somme des pays pétroliers qui auront moins de recettes et ceux qui sont non pétroliers et qui vont avoir plus de recettes fera en sorte que ça devrait rester à un niveau stable. Seul bémol au bon chiffre de l'économie africaine, les échanges interrégionaux restent encore minimes. Quant à la gouvernance, de nombreux pays restent encore marqués par la corruption. Selon Transparency International, les États africains qui ont le mieux lutté contre la corruption en 2014 sont le Botswana et le Cap-Vert. La Côte d'Ivoire prépare son élection présidentielle prévue en octobre 2015, un rendez-vous électoral que les deux partis souhaitent apaiser. Et justement, les chefs religieux pourraient jouer le rôle d'auxiliaires de paix dans ce rendez-vous. Immersion au sein de la société civile avec Kekelia Feto. Faire cohabiter dans la paix différentes communautés, c'est le défi que tentent de relever de nombreux pays sur le continent qui ont connu des conflits armés. Du Rwanda à la Somalie, en passant par la Côte d'Ivoire et le Burundi, le rôle des acteurs politiques, mais aussi religieux, dans la prévention des conflits reste important. La Côte d'Ivoire se relève peu à peu de la crise post-électorale 2010-2011. Le processus de réconciliation est en marche, très présent dans le processus démocratique du pays. La société civile, notamment les chefs religieux et traditionnels, jouent un rôle important dans la prévention des conflits. C'est la fraternité, l'amour qui doit régner entre tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur obédience religieuse. Tu es catholique, tu es mon frère. Tu es musulman, tu es mon frère. Tu es chrétien céleste, tu es mon frère. Tu es
Adventiste, tu es mon frère. Et je crois que c'est vers ça que nous devons tendre, tous les enfants de Dieu ensemble, pour former cette Jérusalem où tout ensemble ne fait qu'un. Pour nombre d'observateurs, l'implication de la société civile dans le processus démocratique, surtout en période électorale, est d'une importance capitale. Conscients de leur poids moral, les guides religieux et traditionnels mettent tout en œuvre pour l'édification d'un climat politique et social apaisé. Nous nous donnons la main pour dire non à ceux qui ont intérêt à faire la guerre, pour leur dire non. Nous, musulmans particulièrement, lorsqu'il y a eu des grenades lancées dans les mosquées, nous avons dit à nos fidèles: calmez vos cœurs, saisissez vos cœurs, c'est douloureux, mais les gens veulent nous amener dans une situation où, en tout cas, il est difficile de nous retrouver. Une guerre de religion a un commencement, mais on ne sait pas par où ça peut se terminer. La religion occupe une grande place au sein de la population ivoirienne. On dénombre notamment 38% de musulmans et 27,5% de chrétiens. Outre la Côte d'Ivoire, plusieurs pays voient s'impliquer leaders d'opinion, chefs religieux et traditionnels dans l'édification et la consolidation de la paix dans leurs pays respectifs. Cela ne vous aura probablement pas échappé. Ce samedi coïncide avec la Saint-Valentin, traditionnelle fête des amoureux, un événement particulièrement chéri des fleuristes qui en profitent pour réaliser des chiffres importants. Et pour les pays exportateurs de fleurs comme le Kenya ou l'Éthiopie, l'enjeu est d'envergure nationale. Ibra Rajinjai. La Saint-Valentin ne met pas du baume que dans les cœurs des amoureux. Les horticulteurs kenyans de la vallée du Rift font également le sourire. Grâce à la fête des amoureux, ils doublent chaque année leur chiffre d'affaires. Cette année, la Saint-Valentin en Europe se passe dans le froid, mais avec moins de neige. Donc cette année, nous avons des commandes plus importantes que l'année précédente parce que le climat est meilleur pour les affaires. Quand il y a moins de neige, nous vendons plus. Même si la rose, qui présente 60% de la production, est la principale fleur exportée par le Kenya, l'Éthiopie s'impose de plus en plus sur ce marché lucratif. En effet, à terme de la campagne 2014-2015, les exportations horticoles éthiopiennes devraient générer 371 millions de dollars, soit 126 millions de plus que la campagne précédente. Un résultat obtenu grâce à une politique gouvernementale favorable à l'investissement. Nous commercialisons environ 9 variétés, mais nous faisons aussi des essais, un showroom que vous pouvez apercevoir avec des cultures où l'on amène une centaine de variétés pour voir celles qui sont appropriées pour notre climat. À l'instar du Kenya, l'horticulture serait donc une aubaine pour l'Éthiopie qui entend diversifier son économie. Un marché d'avenir pour l'ancien royaume abyssin, au point qu'il en est devenu la 5e source de revenus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.